Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette première journée du colloque qui a été préparée par Anne Lacoste. Je vous remercie Anne pour cette invitation. Double invitation en ce qui me concerne puisque vous m'avez demandé de modérer cette journée. Donc je serai munie, alors là c'est à l'intention des intervenants, je serai munie d'un petit panneau et je ferai vraiment respecter les temps de parole. Je préviens chacun que les temps de parole sont d'une demi-heure, je crois, Anne, n'est-ce pas? Et donc, je serai assez vigilante là-dessus. Nous avons un programme extrêmement chargé, extrêmement intéressant. Les temps de parole sont distribués de telle sorte que nous attribuons finalement un intérêt certain à l'ensemble des problématiques qui sont posées par la conservation, la gestion et la valorisation des photographies, des ensembles, qu'ils soient collections ou fonds. Donc c'est un programme vraiment très alléchant, donc merci Yann de m'avoir proposé de modérer cette journée, je le fais avec plaisir. Par ailleurs, vous m'avez aussi demandé de présenter un groupe de travail que nous avons mené au sein de la Direction Générale des Patrimoines, à l'époque au sein de la mission photographie de la Direction Générale des Patrimoines. Et donc je vais revenir sur ce travail qui a été entrepris autour de la conservation d'un support bien particulier qui est celui des supports en nitrate de cellulose, film et photographie. Je pense que la plupart d'entre vous dans vos collections ont ce type de support, sont confrontés à des problèmes très importants de conservation, notamment de manipulation, et puis ensuite de valorisation. Donc nous avons attribué un temps très important au sein de la mission, particulièrement au sein de ce groupe de travail, autour de cette problématique des nitrates de cellulose, problématique qui se pose effectivement depuis en plus extrêmement longtemps. Voilà, donc je ne vais pas retarder davantage les échanges. Alors sachez simplement qu'il n'est pas prévu de temps de parole à la fin de chacune des interventions. En revanche, vous pourrez intervenir en fin d'après-midi. Je crois qu'il est prévu une intervention, des questions à la salle vers 15h45. Voilà. Alors, comment on fait pour agrandir ça? Bon, alors, je ne suis pas très douée. Voilà. Alors, c'est une intervention à 3 voix. J'introduis. Voilà. Donc, alors, comme je vous le rappelais, avant que le groupe s'est formé en novembre 2014, mais avant que le groupe se forme, il y avait vraiment beaucoup d'échanges très soutenus entre différents membres d'institutions qui étaient confrontés à la conservation de collections de photographies et de films sur support en nitrate de cellulose. Ces discussions étaient abondantes, mais en novembre, précédent novembre, quelques mois qui ont précédé novembre de 2014, elles se sont fait un peu plus prégnantes à certains membres d'institutions. Je veux ici parler par exemple de Karine Pelletier, qui était confrontée depuis quelques années aux problèmes qui étaient liés à la gestion de ce type de support, puisque au Quai Branly, elle vous en parlera, il n'est pas question que je déflore son sujet, mais il y a environ à peu près 60 000 négatifs estimés dans les collections, donc c'est un ensemble de très conséquent. En 2006, le Quai Branly avait fait appel à des restauratrices qui avaient entrepris un travail d'identification de supports en nitrate parmi les supports souples qui étaient conservés au sein des collections. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais elle a pris à tâche, elles ont beaucoup discuté avec d'autres membres d'institutions qui étaient confrontés à des problématiques semblables. Je veux par exemple parler de Delphine Devaux, qui interviendra tout à l'heure, qui est directrice des collections Roger Violet, ou Marie Palot, qui est en charge des collections du musée Bièvre, et d'autres, Sylvain Besson à Châlons, etc. Donc il y a un groupe qui s'est déjà informellement constitué. Les échanges étaient vraiment très très importants. Et donc les interrogations partagées par ces responsables de collection, elles portaient essentiellement sur 3 types de questionnements. Questionnements qui portaient sur le climat des réserves et notamment comment maintenir l'hygrométrie constante au sein des réserves. C'était un vrai souci qui leur était infligé.
Et puis il y avait aussi des questions qui étaient posées par la manipulation des supports. Il y a évidemment assez peu de littérature sur le sujet, et parfois cette littérature, elle dit tout et son contraire. Donc c'était assez difficile de savoir comment véritablement agir, ce qui relevait du mythe, de la réalité, de la difficulté réelle. Donc il y avait tout ce questionnement qui était en cours, et puis il y avait aussi la difficile cotation des états de dégradation des supports. Elles vous en parleront et d'autres probablement vous expliqueront cette problématique de la dégradation et de la cotation des dégradations de supports. Donc il fallait qu'on harmonise et qu'on discute de manière, voilà, qu'on mette toutes ces questions à plat. Donc j'ai proposé, comme responsable scientifique au sein de la mission, de monter un groupe qui soit un peu moins informel, qui ait une assise. Et donc en novembre 2014, on s'est réunis pour essayer de répondre à toutes ces questions, puis de voir, surtout de mutualiser les informations. Il y avait vraiment une envie comme ça de partage qui était fondée sur des retours d'expérience. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour améliorer les choses. Donc ça, c'est vraiment le départ. Donc on sait alors, comment je fais ? Yes. Donc le nitrate, quelques éléments qui rappellent la difficulté du nitrate. Le nitrate de cellulose, c'est un des premiers polymères issus de synthèse organique. Il a été utilisé dès 1875 dans la fabrication à la fois des films et photographies, puisqu'on se retrouvait sur deux types d'utilisation support filmique et photographique. On se rendra compte que c'est vraiment très important, parce que je peux déjà dire que la littérature sur les nitrates est fondée sur l'expérience du film, qui a été ensuite adapté à la photographie, ce qui explique des difficultés, des constats qui ne sont pas les mêmes et qui ont amené à des réponses qui ne sont pas obligatoirement fondées. Mais il a fallu déjà faire tout ce travail là-dessus. Le nitrate, c'est un matériau qui est classé parmi les substances dangereuses, voilà. Et puis c'est un matériau qui a été utilisé très longtemps. Et puis c'est un matériau qui est difficilement identifiable à l'œil. Donc visuellement, c'est très compliqué. Alors pour les films, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas en photographie, c'est un matériau qui est relativement difficile à identifier visuellement. Donc on se rend compte que finalement ce nitrate, c'est une importante période de production, que finalement il y a une présence probable de ce type de support dans de nombreuses institutions, et puis pour les photographies, que l'identification est quand même difficile. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, et donc nous avons souhaité mettre en place ce groupe de travail. Ce groupe de travail, il a été constitué de la manière suivante. On a souhaité avoir à la fois le monde de la conservation cinématographique et le monde de la conservation photographique, puisque l'essentiel de la prose avait d'abord été réalisé et mis en œuvre par le monde du cinéma, qui a d'abord été touché par de gros problèmes de conservation et d'incendie dans différentes cinémathèques. Nous avons aussi souhaité que soient réunies des personnes qui sont complètement confrontées directement à cette problématique, qui avaient déjà les mains dans le cambouis et qui avaient déjà mis en œuvre des modalités de conservation et de manipulation associées au nitrate. Ça, c'était vraiment très important. Nous avons aussi souhaité que différents métiers soient associés, différentes institutions. Les métiers, ce sont des chercheurs et des scientifiques, par exemple Tifong Nguyen ou Bertrand Lavédrine, des documentalistes et responsables de collection, mesdames, par exemple, des spécialistes de conservation préventive. Donc ce petit monde s'est réuni. Alors là, c'est pour le fun, normalement. Voilà. C'est pour vous montrer qu'on s'est réunis. On s'est réunis à une fréquence d'à peu près 3 mois, tous les 3 mois en fait. Donc on s'est réunis, l'idée c'était de se réunir dans des réserves. C'est-à-dire, comme nous étions 13, tous n'avaient pas de réserve à disposition, donc on s'est fait inviter pour ceux qui n'en avaient pas. Mais enfin, néanmoins, on a décidé, en fait, de se réunir chaque fois dans une réserve. Et celui qui nous recevait nous présentait la réserve, les conditions de conservation générale des photographies, les modalités de conservation préventive et évidemment celles qui étaient plutôt appliquées au nitrate. Donc on a pu se rendre compte, en fait, de tout ce qui était mis en œuvre dans les différentes réserves, que celles-ci soit des réserves qui aient été construites spécialement pour accueillir, ou qu'elles aient été aménagées pour tenir compte des spécificités
de l'ensemble des supports photographiques, puisque, comme vous le savez, les supports ne se conservent, n'ont pas nécessairement la même manière de se conserver. Donc on s'est réunis, on a dans les différentes réserves, donc là vous avez le Quai Branly, le CPAD, et puis chez Bertrand Lavédrine au centre de conservation pour ce qui est de l'identification des nitrates. J'ai une autre petite diapositive. Voilà, alors là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a vu, des boîtes, voilà, des nitrates en décomposition, ça c'est toujours très spectaculaire. C'est bien quand ils sont loin par ailleurs, hein, parce que voilà. Alors maintenant, quels étaient nos objectifs? Nos objectifs, ils étaient, on va dire, doubles. Il y avait échanger et confronter, surtout, hein, donc échanger sur les pratiques professionnelles, approfondir et enrichir nos compétences par la mise en commun et un partage des informations des uns et des autres, ça nous a paru extrêmement important. D'effectuer aussi une veille sur ce sujet, de pouvoir être toujours en éveil ou en mouvement, et proposer aussi une démarche collaborative et participative. C'est-à-dire que nous envisageons, en fait, parce que le groupe continue à vivre, peut-être aujourd'hui que nous avons produit ce que nous devions produire un petit peu à une fréquence un peu moins importante, mais disons que nous continuons. Nous avons notamment mis en place, mais je vais vous en parler, un outil qui s'intitule l'Iconothèque, mais voilà, tous les retours d'expérience sont bons à partager, et si vous êtes confrontés à ce type de problématique, nous sommes prêts à discuter sur ce point, et voilà. Donc, premier objectif, échanger, confronter. Deuxième objectif, qui était aussi pour nous très très important, c'était produire des outils d'aide à la prise en main des fonds et collections sur le support en nitrate de cellulose. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons souhaité rédiger des fiches pratiques par découpage thématique. On a déterminé une dizaine de fiches selon les problèmes qui étaient posés. Nous avons proposé aussi, ça nous a paru important, mais on s'en est rendu compte après, en fait, en même temps qu'on travaillait. Nous avons proposé un protocole de prise de vue pour produire des images référentes dans le cadre d'une surveillance sanitaire des collections. Parce qu'en fait, au départ, chacun est arrivé avec des images, mais ces images, finalement, on n'avait pas les moyens de les explorer de la même manière parce que la lumière qui arrivait sur les photographies ne permettait pas de véritablement valider la nature de la dégradation. Donc on s'est décidé à travailler sur la mise en place d'un protocole de prise de vue adapté à la surveillance sanitaire. Puis ensuite, on a élaboré en fait une iconothèque qui était associée avec un tableau des dégradations. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que les tableaux des dégradations listaient les dégradations sans pour autant qu'on sache véritablement à quoi ces des niveaux et états de dégradation correspondaient visuellement. Et comme on a dit précédemment que l'identification visuelle des nitrates était très compliquée, il nous a paru important quand même de pouvoir travailler sur cette question d'identification en associant une iconothèque faite selon le protocole de prise de vue. Alors cette iconothèque, elle est embryonnaire aujourd'hui, donc chacun est amené à contribuer à cette iconothèque qui est un élément de partage. Parce que l'idée, effectivement, c'était aussi d'élaborer, donc de compiler les ressources en ligne et tout ce qui existait décrit sur les nitrates de cellulose. Donc ça, nous avons réalisé aussi ce travail. Alors, à qui s'adresse ce travail que nous avons produit ? Il s'adresse au personnel en charge des collections et fonds de cette nature, mais il s'adresse aussi aux personnes qui sont amenées à traiter les collections, que ce soit les gens qui s'occupent de reconditionnement, de numérisation, donc les sociétés extérieures, ou les sociétés de transport, par exemple. Donc, on s'est obligé à être très précis dans l'écriture et accessible dans l'écriture des fiches. On s'est aussi obligé à répondre à toutes les questions qui étaient posées par le médium. On s'est obligé aussi à faire des fiches qui sont faciles à mettre en œuvre et donc à être le plus précis possible pour la mise en œuvre. Et puis ensuite, on a décidé, évidemment, on a opté pour une diffusion très large et donc en fait les fiches sont accessibles à tous sur le site du ministère de la Culture. Il y a des renvois de fiches à l'intérieur des fiches avec des onglets précis et puis ce sont des documents qui sont totalement téléchargeables. Donc vous pouvez récupérer ces documents. Voilà la liste des fiches avec l'adresse du site
Mais si ça marche, en fait, on pourrait aller voir, si vous voulez, on peut aller voir la marche à suivre pour accéder aux fiches et voilà. Donc voilà la liste en fait de nos thématiques. Je ne les reprends pas, elles sont à l'écran. Et puis ça vous engage comme ça aussi à aller les voir, à aller les télécharger. Et puis enfin, voilà une fiche. Alors, c'est pas une fiche type, hein, parce qu'on a coupé. On a coupé. Et j'ai l'impression que c'est pas très clair. Si, c'est pas flou. Ah, c'est flou, mais il fallait me le dire. Est-ce qu'il y a un règlement je sais pas s'il y a un réglage à faire, alors... C'est uniquement sur cette page-là. Ah, les autres pages n'étaient pas floues. Moyen. Bon, alors peut-être que est-ce qu'il est nécessaire que je lise les fiches? Non, c'est pas nécessaire. Bon, enfin, en tout cas, je vous ai mis à l'écran, en fait, la première page et la dernière page, en fait, de la fiche sur la congélation, parce qu'on s'est amusé à faire un roman photo pour expliquer la mise en sachet et la congélation des fonds. Donc, ça nous amusait. Alors, les doigts sont les mains, pardon. Si, je vais le dire, sont celles de Delphine Delvaux, qui est ici présente. Ça s'est fait effectivement dans les réserves du Brinfo de la ville de Paris. Les prises de vue sont signées de Typhon Nguyen sous une... voilà, c'était très drôle. Voilà, bon, enfin bref, ça c'est du private joke. Bon, voilà pour vous dire un petit peu. Alors, si vous voulez, on peut aller regarder, enfin, si ça vous intéresse, pour clore, parce que moi, mon sujet était juste de présenter un travail collectif et collaboratif qui est toujours en cours, qui a répondu à une nécessité et qui s'est avéré extrêmement productif pour chacun, et qui est maintenant désormais, enfin, je veux dire, qui est ouvert à tous. Mais l'idée, c'était vraiment, il faut savoir que tout ça s'est fait en 2 ans, ce qui est, pour le coup, assez rapide. Entre le moment où finalement on a décidé de travailler ensemble et le moment où on a produit les fiches, il s'est effectivement écoulé 2 ans, puisque les fiches ont été mises en ligne en 2018. J'ai assuré entre guillemets, la direction de ce groupe, mais c'est vraiment un travail collectif. Hein. C'est ça qu'il faut retenir surtout, parce que c'est ce qui est le plus important de mon point de vue. C'est la mutualisation des compétences, le fait qu'on ne garde pas son précaré, mais qu'on partage nos connaissances, parce qu'il n'y a que ça qui peut faire avancer les choses, sur des sujets aussi compliqués que ceux-là, qui sont ceux de la conservation, sur les fonds photographiques, qui nécessitent vraiment, qui est fait de particularisme en fait. Donc nous, on s'est focalisé sur ce médium qui est le nitrate de cellulose, mais d'autres ont travaillé sur d'autres supports, et il faudra qu'on continue à travailler sur ce support comme sur d'autres. Voilà, donc tout le monde a travaillé vraiment également dans ce groupe. Voilà, donc maintenant je vais laisser la place et la parole. Donc là, je prends ma deuxième casquette, et donc je vais introduire mes amis et collègues. Alors, tout de suite présent, qui va intervenir en premier, donc Karine Pelletier-Caroff. Donc Karine, en fait, est depuis 2004 responsable de l'Iconothèque, chargée de la gestion et de la collection des photographies au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et à ce titre, en fait, vous assurez la conservation, l'inventaire et la numérisation des collections. Vous êtes historienne de la photographie, et dans le cadre de la valorisation des collections, vous avez entrepris plusieurs études autour des collections, notamment une sur la collection de diapositives en verre au musée d'ethnographie du Trocadéro. Et récemment, vous avez été co-commissaire de l'exposition Génération Rivet, ethnologue, mission et collection dans les années 1930, toujours au Quai Branly. Vous avez été co-directrice de l'ouvrage Les années folles et de l'ethnographie Trocadéro 28-37, aussi avec André Delpuech et Christine Laurière, et vous avez réalisé de nombreux accrochages de photographies au musée du Quai Branly, Thérèse Leprat en 2014, Jean Besancenot en 2015, et plus récemment avec Christine Barthes, les fragments de Colombie photographiés 1848-1997, et d'Hokkaido à Sakhaline, portrait d'Anou, au début de cette année, en 2018. Voilà, donc, et puis, depuis 2012, vous dirigez le groupe de recherche Collection extra-européenne du Master 1 de l'École du Louvre. Je présente tout de suite, comme ça je ne les interromprai pas, Marie-Ève Bouillon.
Marie-Ève Bouillon, qui est aussi historienne de la photographie et qui travaille aux Archives nationales, au sein de la mission photographie des Archives nationales, à la direction des fonds. Marie-Ève a soutenu une thèse de doctorat il n'y a pas très très longtemps, puisque c'était en 2017, à l'EHS, sous le titre Naissance de l'industrie photographique, Leonardine, éditeur d'imaginaire 1863-1918, sous la direction d'André Gunther et Christophe Prochasson. Vous êtes diplômé en conservation préventive et vous avez travaillé aussi 9 ans au sein de l'atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris, connu aussi sous l'acronyme ARCP. Donc comme beaucoup ici, il y aura une intervention aussi de la RCP, donc voilà, il est bien de connaître l'acronyme, ça va. Donc je vous laisse la parole peut-être pour une intervention à 2 voix, des pratiques qui s'intitule « Des pratiques du nitrate en milieu patrimonial ». Gérer et conserver les supports sensibles au musée du Quai Branly et aux archives nationales. Merci. Donc, vous avez chacune 20 minutes. Bonjour à tous. Je te remercie, Isabelle Cécile. Alors, je me mets en place. Je vais rétablir peut-être, on ne va pas vraiment faire une présentation à 2 voix, mais on va exposer 2 cas d'études qui évidemment vont se recouper et, vous l'avez bien compris, traitent des supports en nitrate de cellulose dans nos institutions respectives. Bon, alors, je vais recommencer. Donc, je voudrais remercier Anne Lacoste de son invitation pour évoquer ce cas d'étude. Et évidemment, je remercie les organisateurs de ce colloque et également Mathilde Charrier pour son aide. Donc, mon intervention présentera donc, le traitement des supports en nitrate de cellulose au sein du musée du Quai Branly, qu'on peut nommer plornitrate. C'est un terme que la ville de Paris avait utilisé il y a quelques années à une autre ampleur. Vous verrez, pour ma part, il s'agit d'un petit plan qui a été réalisé entre 2004-2005, mais c'est une collection évidemment qui est toujours présente et qui pose de nombreuses questions, comme vous l'avez compris. Et donc, le travail et les échanges se poursuivent en permanence. Donc, sur la question du groupe de travail que nous avons mis en place, j'y reviendrai peut-être au fur et à mesure pour évoquer tout au long les problématiques qui ont pu à chaque fois m'orienter vers mes autres collègues, me faire interroger les autres collègues, rencontrer les homologues d'autres musées ou d'autres institutions pour pouvoir échanger nos pratiques. Donc le musée du Quai Branly est un musée national sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Enseignement et de la Recherche, né de la volonté présidentielle de rassembler les collections d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique dans un lieu unique qui jusque-là était dispersé dans différentes institutions dans Paris. L'idée aussi était surtout de leur donner une reconnaissance légitime avec une institution dédiée. Donc en 2000, le pavillon des sessions, qui est toujours l'antenne du musée du Quai Branly, ouvre au sein du musée du Louvre comme un acte symbolique fort et il reste un manifeste. Les chefs-d'œuvre des arts d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie sont donc entrés au Louvre. En juin 2006, le bâtiment conçu par Jean Nouvel sur le Quai Branly ouvre à son tour au public. Donc le projet bénéficie d'un soutien extraordinaire et il permet de conduire un chantier dit des collections de 2001 à 2004. Donc dans ce cadre, les 300 000 objets provenant du Musée national d'Afrique et d'Océanie et du laboratoire d'ethnologie du Musée de l'Homme sont dépoussiérés, mesurés, photographiés, répertoriés. Parallèlement, l'établissement constitue une médiathèque rassemblant les bibliothèques des 2 musées, le Musée de l'Homme et le Musée national d'Afrique et d'Océanie, ainsi que les archives et les collections de photographie.
Les collections de photographies conservées aujourd'hui sont estimées à environ 710 000 pièces. Comme la collection des objets, donc c'est l'union de la photothèque du Musée de l'Homme, estimée à 580 000 pièces, et celle du Musée national d'Afrique et d'Océanie, estimée à 66 000. À ceci s'ajoutent les nombreuses acquisitions réalisées depuis 2000 par le musée du Quai Branly, qui sont estimées à 70 000 pièces. L'iconothèque, donc vous avez une vue de la photothèque du Musée de l'Homme, dans les années 50 et 60. L'iconothèque est le service de gestion des collections de photographie qui a donc en charge la conservation, l'inventaire, la documentation, la numérisation et la consultation des collections. Donc ces collections couvrent les 4 aires géographiques du musée, Asie, Amérique, Afrique et Océanie, du début de la photographie jusqu'à nos jours, en termes de procédés techniques. Donc un vaste chantier des collections est mené sur les photographies en pré-ouverture du musée, c'est-à-dire entre 2004 et 2006. Donc, avant le déménagement des collections, une expertise est menée par un restaurateur sur les 2 ensembles, Musée de l'Homme, Musée national d'Afrique et d'Océanie, et également en parallèle, une cartographie est réalisée par une société prestataire. C'est à partir de ces études qu'une programmation est dessinée autour de 3 ensembles, de 3 ensembles prioritaires. Alors les priorités ont été établies en croisant différents critères, tant scientifiques que relatifs à la conservation. Donc ces ensembles sont des tirages, tout procédé confondu, montés sur carton des 19e et 20e siècles, des négatifs sur support souple en nitrate de cellulose, les voici, et enfin des négatifs au collodion et gélatino-bromure d'argent sur plaque de verre. Donc les 3 lots sont homogènes par leur technique et organisés par format, ce qui permet un traitement de masse, c'est-à-dire de mettre en œuvre une chaîne d'opérations rationalisée. Il s'agit donc pour le musée de rehausser le niveau de connaissance et le niveau de conservation de chaque pièce, mais aussi d'assurer la traçabilité par des codes à barres notamment, comme l'ensemble des collections du musée, mais aussi la numérisation. Donc nous allons nous intéresser évidemment au lot de nitrate de cellulose qui a été traité dans ce cadre. Donc les collections de photographies comprennent un ensemble de plus de 230 000 négatifs sur support souple, tout procédé confondu, acétate, nitrate de cellulose et polyester, qui proviennent majoritairement de la photothèque du Musée de l'Homme. Donc très tôt, la présence de nitrate était connue, avérée et tout à fait identifiée, puisque ces collections couvraient l'apparition de ce support dès les années 1880 jusqu'aux années 60. Donc il était évident que des nitrates de cellulose étaient présents. Il était donc nécessaire de pouvoir les identifier afin d'en assurer les meilleures conditions de conservation, puisque ce support se dégrade de manière inéluctable, le seul moyen de la stopper réellement étant la congélation. Donc notre problème a été d'identifier parmi un ensemble de 70 000 pièces, d'identifier ce qui était en nitrate, parce que alors excusez-moi, le souci dans la collection était que les pièces avaient souvent subi un traitement documentaire qui amenait à découper les bords des pièces, ce qui fait que l'ensemble des données qui nous auraient permis d'identifier la nature nitrate, c'est-à-dire les marques des fabricants, les systèmes d'encoche des fabricants également, mais également des informations de date ou documentaires autour, étaient tronqués, et donc il nous était très difficile de pouvoir identifier correctement ces pièces.
aussi, nous avons dû monter un chantier propre d'identification dans le cadre d'un marché de conservation et de restauration des fonds photographiques du musée. L'étude a été menée par 8 restauratrices pendant 5 mois dans un atelier dédié, avec des conditions de travail extrêmement encadrées. Et il s'agissait d'identifier les supports en nitrate, de les extraire, de les dépoussiérer, conditionner, d'indiquer la nature et donc le niveau de dégradation sur lequel nous reviendrons, de séparer les niveaux de dégradation les plus avancés des moins avancés, et d'en assurer la traçabilité et différentes données documentaires. Donc ce traitement a été conduit courant 2005 et l'identification a été réalisée majoritairement sur des échantillons représentatifs grâce au test, à un test chimique à la diphénylamine qui, par réaction chimique d'un élément du support coupé, donc c'est quand même une amputation de la pièce qui est réalisée à chaque fois, malgré tout, qui a permis d'identifier les pièces, puisque je vous ai expliqué la difficile identification par les éléments documentaires en présence. Et c'est cette étude qui nous a donc permis d'identifier plus de 50 000 négatifs en nitrate de cellulose, les autres étant dans les autres matériaux, acétate, polyester et triacétate ou diacétate. Donc voilà, l'ensemble le plus problématique a été isolé. Je ne suis pas du tout sur les bonnes... voilà. Il a été totalement isolé, les niveaux de dégradation ont été indiqués, et les pièces ont été également envoyées en numérisation par la suite, en 2006. Donc, à l'issue de l'étude, je vous disais, donc on avait plus de 50 000 pièces en nitrate de cellulose, avec des niveaux que vous voyez ici. Donc, le support... la dégradation des films en nitrate est qualifiée sur une échelle de 1 à 5 suivant la littérature grise sur le sujet. Et ici, vous voyez un tableau qui est réalisé à partir du travail de Bertrand Lavédrine, publié dans les collections photographiques Guide de conservation préventive à l'ARSAC en 2000. Ce tableau nous a été fort utile, mais nous avons été confrontés à des cas, un cas pratique, hein, c'est-à-dire que il est recommandé de détruire les pièces à partir d'un certain niveau de dégradation, le niveau 4. La destruction, c'est une étape difficile pour des gens chargés de conservation. Et donc, c'est quelque chose, c'est une réflexion à mesurer et à discuter avec un certain nombre de professionnels et de collègues. Alors, pour différentes raisons, mais je soulignerai une des raisons principales, évidemment, c'est le statut des collections. Il y a des pièces qui sont inscrites à l'inventaire national des musées de France, d'autres qui ne le sont pas, mais il y a aussi des pièces qui sont en dépôt, puisque nous avons hérité de nombreux dépôts du musée de l'Homme. Donc ça veut dire que les auteurs ou leurs ayants droit en restent propriétaires et qu'ils doivent être informés de toute action sur les pièces dont ils restent donc, les maîtres. Donc il y a un ensemble de raisons pour lesquelles il est impératif de vraiment réfléchir avant d'arriver à une destruction. Et nous avons imaginé de préciser des niveaux intermédiaires avant d'arriver à cette étape fatidique de la destruction. L'idée, c'est aussi de se laisser du temps avant de se décider à réaliser ça et de confronter les avis et enfin réaliser cette étape en la réalisant, en la documentant le plus précisément possible
et en archivant toutes les données possibles autour de la pièce connue à ce moment-là. La destruction des supports en nitrate de cellulose est aussi une opération complexe à mener qui doit être réalisée par des prestataires. En l'occurrence, pour nous, il s'agissait du service de déminage de la préfecture de police de Paris, mais des sociétés privées le réalisent aussi, parfois même à plus grande échelle chez des collègues responsables de collection dans d'autres institutions. Donc ces questions-là, de niveau de cotation, de choix ou non de la destruction, c'est tout à fait ce genre de discussion que nous avons eue dans le cadre du groupe conservé des supports en nitrate de cellulose à la mission photographique, parce que ce sont vraiment des questions pour lesquelles nous ne pouvons pas avancer seuls, mais nous sommes obligés de nous confronter tous ensemble. Alors, d'autres questions sont apparues et ce sont souvent les mêmes que les collègues rencontrent. C'est-à-dire, on nous demande également de trouver des solutions de stockage externalisées. En 2006, ça a été assez compliqué. À l'époque, nous n'avons pas trouvé de solution. Donc, nous avons opté pour un stockage en chambre refroidie chez nous, ce qui s'est déroulé jusqu'à il y a très peu de temps encore. Mais maintenant, nous nous orientons vers une congélation. Donc, pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est aussi notre grande difficulté à obtenir une stabilité climatique, comme Isabelle Cécile le mentionnait tout à l'heure. Donc, voilà encore un des sujets sur lesquels nous avons beaucoup discuté. Quel meilleur climat pour la conservation, au-delà des questions théoriques, c'est-à-dire vraiment de manière pragmatique, arrivons-nous tous à obtenir le climat qui nous est théoriquement donné et imposé? Et en réalité, c'est loin d'être le cas. Voilà. Donc la collection a fait l'objet d'une déclaration de la préfecture de police auprès du service technique d'inspection des installations classées en 2007, puisque au-dessus de 50 kg, les masses de nitrate de cellulose doivent faire l'objet de cette déclaration administrative. Donc vous voyez, la gestion d'un fonds de support en nitrate de cellulose suppose énormément d'actions avec différents interlocuteurs, et c'est aussi ceci qui génère les débats. Depuis, nous avons mis de manière totalement expérimentale en place une procédure de contrôle annuel pour la surveillance de l'évolution des dégradations. Et nous avons, avec un collègue, réalisé un système de vérification où nous contrôlons de manière systématique l'ensemble des négatifs classés en niveau 3 de dégradation, soit plus de 460 pièces, et de manière par sondage et échantillonnage, les négatifs classés en niveau 1 et 2, soit 227 pièces. Donc c'est aussi parce que nous avons de très petites collections par rapport à d'autres institutions que nous pouvons avancer sur ces procédures un petit peu de manière expérimentale et proposer des nouveaux moyens de surveillance. C'est aussi dans le cadre du groupe de travail que nous avons pu réviser les modalités de prise de vue de nos contrôles qui étaient assez aléatoires. C'est parce que nous avions des problèmes de climat, de stabilité d'hygrométrie, que nous avons pu à un moment donné mettre nos fonds en armoire roulante. Vous voyez, ça prend un volume pas très important, mais ça nous permet de déplacer assez facilement les fonds d'une réserve à l'autre en fonction de nos problématiques. Évidemment, les fonds sont entièrement numérisés et leur description est en cours. Dans la base de données, nous tentons de faire le lien, évidemment, avec les tirages associés, voire les négatifs entre eux d'une même série, afin de contextualiser. Une version positive est réalisée aussi du négatif.
Voilà, un portrait de Thérèse Rivière, en mission dans les Aurès. Donc la difficulté pour nos collections, c'est que c'est un pan complet de l'histoire de la photographie qui est concerné par ce support nitrate. C'est-à-dire que ce sont vraiment les premiers reportages autour du monde qui sont réalisés sur support souple et qui se dégradent, et donc qui touchent particulièrement les missions ethnographiques jusqu'aux années 50, voire au-delà, puisqu'on sait que c'était utilisé au-delà des dates d'interdiction. Pour conclure, le musée a pu réaliser ce plan pour des raisons assez simples, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une collection restreinte de 56 000 pièces, que la direction a pris en considération très vite dans le cadre du chantier de préouverture ce risque et a pris la décision de traiter ces ensembles, ce qui a permis de dégager les budgets nécessaires au traitement dans cette phase pré-ouverture où de larges chantiers étaient réalisés. Et cette expérience nous a permis de mettre en place des procédures encore expérimentales et sur lesquelles nous poursuivons les améliorations par justement les discussions avec de nombreux autres collègues. Je vous remercie. Voilà, alors je voulais tout d'abord remercier Anne Lacoste pour son invitation à intervenir lors de ce colloque pour présenter un grand bond en avant des archives nationales en termes de conservation des photographies, en particulier des supports souples depuis 2012 et depuis donc le déménagement des archives nationales, en tout cas celle d'après la Révolution, dans ce bâtiment que vous voyez ici, de Pierrefitte sur Seine. Les archives de l'Ancien Régime étant toujours conservées sur le site de Paris. Donc les archives nationales n'ont jamais été identifiées comme un lieu conservant des photographies, contrairement à d'autres grandes institutions. Je pense à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine ou la Bibliothèque nationale de France, par exemple. Et il ne s'agit pas, en effet, d'une de ses fonctions premières, puisque, en effet, les photographies étaient jusqu'à récemment, jusqu'à 2012, noyées dans la masse des 350 km linéaires d'archives publiques versées réglementairement, ainsi que des archives privées sur tout support et conservées donc par l'institution. Donc cela relève d'une problématique essentielle qui est celle de la difficulté à individualiser intellectuellement, plus intellectuellement d'ailleurs que matériellement, les supports imagés du reste des documents. Cette problématique est commune à d'autres grands services d'archives nationales comme le National Archive de Londres ou encore le Bundesarchiv de Berlin. D'autres difficultés viennent s'ajouter, donc j'en ai référencé un certain nombre, par exemple plusieurs millions de photographies isolées ou en masse, signées ou anonymes, qui viennent à l'appui de l'écrit ou sont organisées en photothèque. Des photographies sur tout support et sur une période chronologique large, réalisées au gré des rapports de l'État et de ses administrations avec la photographie.
Et enfin, une masse qui évolue en permanence, puisque des versements de photographies argentiques ou sous format numérique continuent en fait d'être effectués chaque année aux Archives nationales. On verra un exemple d'ailleurs d'un fonds versé en 2013 de support souple, nitrate sur support nitrate et acétate. Donc face à cela, des méthodologies de recensement empiriques sont mises au point pour rendre un possible accès à ces grands ensembles, puisque là nous sommes loin d'évaluer à la pièce les photographies. Et là donc je vous présente sur le site des National Archives une liste qui est proposée par grande série qui correspondent à un cadre de classement, c'est-à-dire un producteur, Foreign Office, FO, ou voilà, ici AB, c'est l'autorité qui est chargée de l'énergie atomique, et donc qui liste comme ça les grands ensembles de photographies conservés au National Archive donc, de Londres. Et alors ce qui est intéressant à noter, c'est ici vous avez un petit C et un petit E en fonction des séries, et qui correspondent pour E aux séries qui sont entièrement composées de photographies, et au C, celles qui comprennent une concentration importante de photographies. Donc vous voyez, on est toujours dans cette nuance importante de savoir à partir de combien de photographies est-ce qu'on peut individualiser un ensemble. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une question non plus de quantité, il y a aussi la question des auteurs. Alors je vous présente aussi ce qu'on appelle la fiche de recherche numéro 30 aux Archives nationales, qui est une fiche qui recense de la même manière les grands ensembles photographiques pour les fonds du XXe siècle. C'est une fiche de recherche qui est en ligne et donc qui participe un peu de la même logique. Donc on ne décrit pas à la pièce la photographie, mais ce sont des grands ensembles. Donc depuis 2016 aux Archives nationales, un état des archives photographiques est en cours, réalisé par la mission photographie aux Archives nationales, nous sommes 2, qui recense pour chaque grand domaine d'intervention de l'État. Alors les grands domaines d'intervention, c'est l'intérieur, la justice, les beaux-arts, l'éducation, les ensembles entièrement photographiques ou à forte concentration de photographie. L'accès de cet état des archives est par producteur, mais les auteurs des photographies y sont également mentionnés. Cet état des archives photographiques permet de recenser dans le même temps, finalement, les types de supports. Je ne sais pas si vous voyez dans le tableau, si c'est pas trop flou. Non, je ne pense pas. Donc, les types de photographies, donc les tirages papier, les négatifs, et donc, évidemment, les négatifs sur support souple et les nitrates. Donc, on inclut dans cet état général des fonds photographiques un plan nitrate qui consiste donc dans l'identification au fur et à mesure d'ensembles à risque afin de planifier à plus court terme leur traitement, leur numérisation et leur mise au froid. Donc d'après les premiers recensements que nous avons réalisés, ce qui marque, c'est la relative faible quantité de négatifs en nitrate de cellulose dans les fonds des Archives nationales au regard des masses de papier conservées. Et l'histoire des versements d'archives et certains aléas peuvent expliquer cette faible quantité. Je vais donc vous en parler dès maintenant. Tout d'abord, en ce qui concerne les services producteurs, les négatifs étant considérés comme des matrices, elles n'étaient que rarement versées avant les années 50 aux Archives nationales. Ces grands ensembles de négatifs, donc de matrices, étaient conservés par les photographes des administrations et qui étaient éventuellement amenés à réaliser avant tout les tirages, notamment au sein des rapports, et qui correspondent donc à l'usage final qui était fait des photographies. Ainsi, au sein des services producteurs, les négatifs étaient conservés dans les caves et les greniers des ministères et n'ont peut-être pas permis une transmission jusqu'à nous de ces supports nitrates lorsqu'ils existaient. Y a-t-il eu aussi des éliminations avant versement? Ensuite, il y a
un deuxième aspect qui est au sein de l'institution même, aux Archives nationales, il y avait une certaine dévaluation, je dirais, de ces supports liée à l'impossibilité de les lire directement. Vous voyez que les négatifs, on est obligé de passer par un tirage ou par un système spécial. Aux Archives nationales, jusqu'à encore récemment, les négatifs ont longtemps été gérés par le service de reproduction et n'étaient pas considérés donc comme des fonds à part entière. Donc ils étaient traités de la même manière finalement que les microfilms et les supports de substitution. Ici, je vous présente donc la production du service, et juste pour vous donner un exemple, service central photographique et d'identité du ministère de l'Intérieur. Et pourquoi je vous présente donc les photographies de ce service, c'est qu'en effet, l'usage du négatif sur verre dans les administrations s'est fait extrêmement tard. Au sein de ce service, jusqu'en 1960, le négatif sur verre était utilisé pour à la fois les photographies d'identification, les documents de surveillance, d'enquête, les collectes de preuves matérielles et les états des lieux, d'ailleurs, qui sont conservés sous format papier dans d'autres ensembles, notamment celui de la Direction générale de la Sûreté nationale. Donc, en effet, ce service documentait également les déplacements du président de la République avant la création du service photographique de la présidence. Mais on a une production extrêmement prédominante du négatif sur verre. Le négatif sur papier, enfin je parle de papier parce que on l'appelle un négatif Guilflex, dont on a assez peu d'informations d'ailleurs, où le négatif souple était produit entre 1945 et 1970, mais uniquement pour la reproduction de documents, donc ce qui est un usage complètement différent. Donc on s'est posé des questions, pourquoi cette prédominance du verre? Alors s'agit-il d'habitudes de service ou de mesures conservatoires précoces, puisque l'instabilité des nitrates était connue dès la fin du XIXe siècle. Et c'est vrai qu'il serait intéressant de creuser la question. Est-ce que les services administratifs qui avaient cette volonté d'archive aussi et de conservation ont utilisé le négatif sur verre jusque dans les années 60 pour stabiliser et puis la conservation de ces supports. Alors, différents cas de figure, cependant, ont été identifiés aux Archives nationales depuis 2013, de négatifs sur support en nitrate de cellulose, et principalement donc, des ensembles qui datent des années 30 aux années toutes fin 50, voilà, 58, 59. Le service photographique de la présidence de la République est un de ces ensembles. Le service est créé en 1952 et a débuté sa production sur négatif souple en nitrate de cellulose dès 52. Mais on observe véritablement que les années 50 sont une période d'usage réellement mixte, lors de laquelle on observe au sein des plus hautes administrations de l'État, donc, à la fois l'usage des films nitrates et des films acétates. Alors les films nitrates qui sont assez proches quand même de leur interdiction. Alors s'agit-il aussi... Alors là je vous ai mis un exemple de film acétate en haut et de nitrate. Il s'agit d'un seul et même reportage de la présidence de la République, donc le déplacement du président René Coty en Alsace. Et vous voyez, dans ce même reportage, on a à la fois de l'acétate en haut pour toutes les questions sur le déplacement du président, et en bas, du nitrate pour documenter les cadeaux que le président a reçus lors de ses déplacements. Alors, il y a un véritable usage concomitant de l'acétate et du nitrate en fonction des prises de vue et au début de l'activité principalement. On a sur l'ensemble de la 4e République, qui comprend 8000 négatifs sur support souple, on a 20% de nitrate, 1500. Un deuxième exemple, en 2013, un versement a été réalisé aux Archives nationales, donc après le déménagement à Pierrefitte-sur-Seine, donc un ensemble provenant du service des travaux topographiques du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Dénommé Cartothèque,
Ce fonds est composé de plans, de cartes à fenêtres, mais de photographies qui étaient destinées à la réalisation des plans et qui couvrent le territoire entier. Ces ensembles datent de 1942 à 1977. Il y a à peu près 10 000 films sur support souple qui sont à la fois des phototypes positifs et négatifs, des contre-types, des stéréos, tout un ensemble, toute une diversité photographique. Donc, il s'agit de vues aériennes. Ici, vous avez l'exemple de Marseille et notamment la cité radieuse de Le Corbusier. Donc, en 1952, juste à la fin de sa construction qui a duré de 1947 à 1952. Alors, tous ces films réalisés vus d'avion ne possèdent pas d'encoche. Il y a une identification extrêmement complexe puisque, en effet, il s'agissait de bobines de film. Il y avait un dispositif particulier pour la prise de vue. Et donc, nous avons été obligés de réaliser par grande série des identifications chimiques selon le processus à la diphénylamine dont a parlé tout à l'heure Karine. Donc il y a à peu près 10% de nitrate sur les 10 000 négatifs acétate et nitrate. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'on a une coexistence de ces deux supports pour tous les types toutes les séries en fait, de photographies. Un autre exemple qui est celui de la Société nationale des entreprises de presse, qui est un traitement en cours. La Société nationale des entreprises de presse est un établissement public, industriel et commercial, qui gérait les biens des organes de presse ayant continué leur activité pendant la guerre sous le régime de Vichy. Donc, il s'agit d'un fonds d'origine privée. Il regroupe à peu près 35 000 négatifs sur verre, sur support souple, conservés dans des boîtes d'origine et qui datent des années 20 aux années 45. Et on a à nouveau une mixité de supports dans les mêmes boîtes concernant les mêmes reportages du verre, du souple, acétate et nitrate. Les travaux récents sur les agences de presse nous renseignent sur leur fonctionnement et notamment sur les échanges permanents de sujets entre agences dans toute l'Europe et les achats fréquents de reportages auprès de photographes indépendants. Donc ces fonds de photographie d'agences de presse ne présentent aucune homogénéité matérielle et comportent des mélanges de supports sur des formats variés. Donc un long travail est en cours pour recenser l'ensemble de ces séries avant d'en faire l'analyse précise et d'identifier le nombre de nitrates éventuels. Donc je ne vais pas m'étendre sur les fonds privés, puisqu'en effet, c'est la même problématique que d'autres institutions. On a des ensembles nitrates ponctuels. Ici, le fonds de Lucien Romier, qui est historien, journaliste et homme politique, et où on voit en effet la problématique de l'objet. Ici, l'album dit album pour les films, où on a un réel dispositif de présentation des négatifs. Et les négatifs sont glissés dans une pochette et numérotés. Et donc il y a toute une réflexion autour de ce type d'objets pour en effet pouvoir les conserver correctement et les reproduire. Donc comme on peut le voir, le recensement des supports souples en nitrate n'est pas un travail uniquement sur la matérialité. Dans le cas des fonds massifs et éparpillés, le travail de l'historien et notamment l'analyse des structures productrices des photographies est primordial, puisqu'il permet de poser un premier filtre pour définir la probabilité d'un usage du nitrate dans certaines administrations, ce qui réduit ensuite la nécessité d'une vérification chimique à la diphénylamine. Donc, quelle procédure ensuite, une fois qu'on a identifié, vous avez compris que c'était la principale problématique pour les archives nationales. Quelle procédure? Donc, pour les fonds mixtes dont on vient de parler, on réalise ces tests destructifs à la diphénylamine par les restaurateurs qui travaillent aux archives nationales, restaurateurs photo, donc Bertrand Sainte-Marthe et Stéphane Garillon. Ces tests sont non systématiques et non représentatifs sur le plan du nombre ou de la fréquence
Les critères sont plutôt ceux du format, de la qualité du support, de la polarité de l'image, éventuellement des altérations et des dispositions des encoches. Donc, une fois le recensement effectué, 3 étapes sont observées. Donc, une procédure d'extraction du support nitrate, un traitement selon un protocole précis et une mise en magasin froid. Donc, pour des questions pour la nécessité de respect des fonds, qui est fondamentale pour les archives, pour les services d'archives de manière générale, il est compliqué d'extraire les photographies, mais le cas des négatifs nitrates est exceptionnel. C'est le seul cas pour lequel on va extraire systématiquement le négatif pour 2 raisons. C'est-à-dire que le nitrate peut altérer les autres archives en contact en se dégradant, et il est plus difficile de surveiller l'évolution de ces altérations lorsque les nitrates sont éparpillés dans différents fonds, surtout qu'en fait, aux archives nationales, il y a 220 magasins de 200 mètres carrés, donc vous comprenez que voilà, c'est pour nous matériellement plus efficace de regrouper ce type de négatifs. Donc l'extraction est documentée et nous créons pour la code 2 sous-identifiants qui permettent de conserver l'unité intellectuelle de l'ensemble, tout en séparant donc matériellement les deux cas, photographie et papier. Le nitrate est ensuite conditionné dans des pochettes en papier permanent avec réserve alcaline. Alors, dans le cas de traitement d'un fond exclusivement photographique, nous mettons en place un protocole de traitement rédigé pour chaque intervention. C'est le cas pour cet ensemble de la cartothèque que je vous ai présenté tout à l'heure, où en mai 2014, nous avons rédigé à destination à la fois des personnels en charge du traitement de la direction des services de sécurité, sûreté et de la médecine du travail, un protocole qui définissait à la fois les espaces, le matériel à disposition, les gestes, et qui listait aussi tout un tas d'informations administratives, notamment les personnes ressources. Alors là, à nouveau des éléments du protocole de traitement. Et donc, c'est bon, oui. Donc, très rapidement, ce fonds a été numérisé par la suite dans le cadre d'un projet ANR qui s'intitule Allegoria, en partenariat avec l'IGN. Alors, après le traitement, il y a une mise au froid en magasin, et c'est vrai que le grand bénéfice des archives nationales est d'avoir construit dans son bâtiment 3 magasins pour les photographies, dont une chambre froide, spécifiquement pour les supports sensibles. Donc nous y stockons les négatifs sur support souple en nitrate, en acétate, ainsi que les supports chromogènes. Je vous ai mis un ensemble d'informations techniques. Ce sont des magasins avec un SAS. Et voilà, il y a différents éléments, filtration chimique, renouvellement d'air, qui ont été décidés voilà, au moment de l'installation. Donc ce sont des choix qui ont été faits en fonction des ensembles photographiques conservés. Donc c'est-à-dire que cette température a été choisie en fonction de ces ensembles, ainsi que de mesures que nous avions réalisées sur la performance des équipements techniques installés. Alors ce magasin froid permet de ralentir la cinétique chimique de dégradation des nitrates. Et il comprend un haut niveau de filtration chimique et une circulation d'air optimale. Tous les supports souples identifiés ont été intégrés à ce magasin froid, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois nitrate et acétate, puisque nous avons une filtration qui permet aussi d'éviter une pollution de l'air. Et en conclusion, donc pour nous, en tant qu'institution des archives nationales, la méthodologie du recensement est au cœur de notre problématique et est en cours, comme vous l'avez compris. Et même si certaines composantes réglementaires sont incontournables, la gestion des supports sensibles s'adapte à l'échelle de chaque établissement, au mode de fonctionnement et aux ressources à la fois humaines, techniques et financières. Voilà, je vous remercie.